Bonsoir madame, monsieur, merci de nous rejoindre dans les titres ce soir. 5e journée internationale de l'accès à l'information. La commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics marque cette journée en présence du ministre de la Communication et des Médias. Les efforts consentis par le gouvernement pour garantir ce droit aux Ivoiriens ont été rappelés à cette occasion. La visite du chef de l'État dans la Maraoué a fait des heureux dans le secteur du transport. 15 transporteurs ont reçu les clés de leur minibus, une action qui contribue à la politique gouvernementale de renouvellement du parc automobile. Et les effets de la pandémie de Covid-19, les producteurs de cacao de Méagui et de Soubré présentent le fort impact sur leur activité. Surcoût des investissements, baisse d'activité, manque à gagner, des témoignages à suivre dans cette édition. Bienvenue dans ce 23h. Le droit à l'information, un droit humain garanti par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et comme partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, la commission d'intérêt public et d'accès aux documents publics a marqué cette journée en menant la réflexion sur comment sauver des vies, renforcer la confiance, apporter de l'espoir par l'accès à l'information. Le ministre Sidi Tiemoko Touré participait aux échanges. C'était à la primature. Suivons ce compte-rendu de Issa Chonayeo. C'est en 2015 que l'UNESCO a institué la célébration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. Depuis cette date, elle est célébrée en Côte d'Ivoire sur l'initiative de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP. C'est le 4 septembre 2015 que l'UNESCO a proclamé le 28 septembre de chaque année comme la Journée internationale de l'accès universel à l'information, afin de faire prendre conscience aux gouvernants, aux autres décideurs de l'importance de ce droit. En décrétant le 28 septembre de chaque année, Journée internationale de l'accès universel à l'information, l'UNESCO veut exhorter les États membres qui ne l'ont pas encore fait à adopter les lois d'accès à l'information et à encourager ceux qui, comme la Côte d'Ivoire, à les mettre en œuvre. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, a félicité la KIDP pour la célébration de cette journée. Il a par la suite indiqué que la Côte d'Ivoire accorde un prix à la liberté de l'information. La commémoration en Côte d'Ivoire de la 5e édition de la Journée internationale de l'accès universel à l'information est une bonne occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour tous les efforts consentis en faveur de la mise en œuvre effective de ce droit, marquant ainsi fermement l'attachement de notre pays au respect de la liberté d'expression à travers l'accès universel à l'information. J'en veux pour preuve les nombreux efforts du gouvernement pour garantir une plus grande accessibilité de nos concitoyens à l'information considérée d'intérêt public, et ce, sur toutes les plateformes. Un pan important de cette journée, le prix KIDP récompensant les meilleures structures publiques qui favorisent l'accès à l'information. Ainsi, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme et le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, classés respectivement premier, deuxième et troisième, ont été distingués. Le prix du réseau des journalistes pour l'accès à l'information, qui est à sa 2e édition, a permis également de récompenser les meilleures productions, presse écrite, en ligne et en radio. La célébration de cette journée a été aussi marquée par des panels en lien avec le thème de cette journée, accès à l'information, sauver des vies, renforcer la confiance, apporter de l'espoir. Nous revenons à présent sur la visite du chef de l'État dans la région de la Maraoué, une visite durant laquelle le président de la République a souhaité répondre aux préoccupations des populations, joignant l'acte à la parole. 15 entreprises du secteur des transports ont reçu des minibus des mains du ministre des Transports. C'est une action du projet du renouvellement du parc automobile dont nous parle le parc Assuroconnais. Ces acteurs du secteur du transport de la région de la Maraoué ont été retenus dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile qui vise à contribuer
à la modernisation du milieu du transport, mais surtout à mettre à leur disposition des outils de travail qui puissent assurer la sécurité des populations et lutter ainsi contre l'insécurité routière et la pollution de l'environnement. Nous sommes dans la première phase avec 25% des véhicules, 800 et quelques véhicules, sur un total de 3600 véhicules. Avec le soutien du nouveau Premier ministre et du Président de la République, nous allons poursuivre donc, cette opération tout au long de l'année prochaine. Et un travail important est en train d'être fait dans la région comme dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire par le Président de la République et le gouvernement. Il était important que le gouvernement accompagne aussi les transporteurs en mettant à votre disposition des véhicules de qualité, en mettant à votre disposition donc, un outil de travail qui va vous faire perdre moins de temps, faire moins d'accidents et qui va vous permettre de développer vos entreprises. Les bénéficiaires ont tenu à exprimer toute leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et à son gouvernement. Je tiens à adresser mes remerciements chaleureux à M. le ministre des Transports de faire de notre rêve une réalité. Nous vous promettons de faire bon usage de ces véhicules mis à notre disposition et de respecter notre engagement pris. Au total, ce sont 15 entreprises du secteur du transport de la région de la Maraoué qui ont bénéficié de ce projet de renouvellement du parc automobile. Et toujours dans cette région de la Maraoué, il n'y a pas eu que des actions en faveur des transporteurs. Les PME ont aussi exposé leurs difficultés au gouvernement. Le ministre de la promotion des PME, qui a rencontré les responsables de ces petites et moyennes entreprises, promet apporter des solutions adéquates. Frédéric Gorebi. Félix Anoblé, ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises, à la rencontre des acteurs de l'économie opérant dans la région de la Maraoué et principalement à Boisflé. Objectif, écouter les artisans, les entrepreneurs, les patrons de PME afin de prendre en compte leurs préoccupations, mais également leur expliquer la stratégie de développement de leurs différentes activités au plan local en leur faisant des propositions à cet effet. La finalité étant l'accompagnement des entrepreneurs locaux pour une meilleure dynamique de l'économie régionale. Les acteurs de PME de la Maraoué ont profité de cette rencontre pour égrener un chapelet de doléances, au nombre desquelles la question du financement semble la plus urgente. Que soit permis à un plus grand nombre d'activités informelles d'avoir droit au fonds d'appui au secteur informel, car toutes sont victimes de la Covid-19. En réponse à ces requêtes, le ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises s'est voulu rassurant. La ministre Bellemonde, chargée donc de l'autonomisation de la femme et moi-même des PME, avons donc entretenu les acteurs donc des entrepreneurs et les PME installés au niveau de la Maraoué sur donc l'ensemble des dispositifs que l'État a mis à leur disposition pour les accompagner dans leur activité. Nous avons écouté leurs préoccupations et essayé donc d'apporter des solutions immédiates ou dans la durée pour le développement donc, du tissu économique local au niveau de la Maraoué. Félix Anoblé a également saisi cette occasion pour prodiguer de précieux conseils aux opérateurs économiques de la Maraoué, notamment sur la nécessité d'être en règle vis-à-vis de la fiscalité nationale. La visite d'État est terminée, mais je vous invite à apprendre un peu plus sur les peuples de la Maraoué. On sait tous que cette région est fortement peuplée par la communauté des Gouro, mais il y a aussi cet autre groupe ethnique qui vit dans le département de Boisflé. Ce sont les Yaoulé. Ils parlent pour les uns la langue baoulé, les autres le malinké. Cette différence n'est aucunement une barrière quand il s'agit des réalités que vivent les villages des Yaoulé. Le vécu et leur espérance sont traduits dans ce reportage de Eugène Atoubé. Nous qui étions propriétaires terriens avions fui à cause de la guerre et le blanc s'étant installé là, a donc cohabité avec nos frères Gouro et qui ont donc donné le nom de Boisflé. Il y a 5 tribus qu'on appelle Yoré. C'est-à-dire nous, on les appelle les Panlés. C'est pourquoi souvent les gens se moquent de nous. On dit vous avez une partie qui parle Gouro, vous avez une partie qui parle Baoulé, mais en réalité le Yoré même existe.
Le peuple Yaoulé forme un ensemble de 32 villages qui se distinguent selon qu'ils appartiennent au Yaoulé Nord ou au Yaoulé Sud. Le Yaoulé Sud, justement, dont la plupart des villages sont traversés par l'axe Yamoussoukro-Boiflé ou situés dans ses encablures, marque sa différence avec le Yaoulé Nord, grâce à la relative prospérité et l'évolution notable dans ces villages. Exemple, Bouzi, fier d'avoir tout d'une ville moderne. Pratiquement toutes les rues sont bitumées, hein, vous voyez. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Bouzi est en avance. Nous avons une nation par rapport aux autres qui sont un peu loin des grandes voies. Ce que nous voyons comme les infrastructures, le développement de Bouzi par rapport aux autres, c'est une chance pour nous. On peut aussi apprécier les avancées en termes de progrès et de développement des autres villages du Yaoulé Sud. Pour autant, le sentiment général de la population est celui de la frustration pour, disent-elles, attente trompée. Le Yaouré est riche en or, surtout le nord du Yaouré. La plus grande mine d'or qui est à Ngovia, c'est seulement que 3 villages, Ngovia, Alaou, Kwakunyano, qui bénéficient de ces ressources-là. Le reste des villages Yaouré ne bénéficient de rien. La chaîne de montagne que les Yaoulés du Sud ont abandonnée pour s'établir sur le site qu'ils occupent actuellement a fait l'objet d'un repeuplement. Ce sont ces villages qui aujourd'hui forment le Yaoulé Nord. Les plus représentatifs sont Ngovia, Kwakunyanou, Akakro, Alaou. Et à ceux-ci s'ajoute Debessou, chef-lieu de sous-préfecture, la seule que compte tout le Yaoulé. Les premiers groupes qui sont arrivés, effectivement, ont trouvé le Yaouré Sud en place. Nous avons conquis ces terres et nous sommes devenus propriétaires. Et c'est ce qui donne droit aujourd'hui au Yaouré Nord, particulièrement le village de Koubi, à être les libérateurs de la terre de Boiflé. Nous sommes confrontés à un problème de route, c'est difficile. Notre seule sous-préfecture du Yaouré Nord, qui est Bébessou, manque d'infrastructures sociales et économiques. Avec l'opérateur clandestin, il y a un développement de l'insécurité. Dans le Yaoulé Nord, il existe de nombreuses disparités entre les villages de souche baoulé et ceux qui, comme Kikiakro, Lutanzia ou Pakogi, forment la tribu Tan. Ces villages rattrapent progressivement leur retard. En une décennie, sous le président Alassane Ouattara, d'importantes infrastructures socio-économiques de base y ont été réalisées. À moins de 2 mois, plus de 10 villages Yaouré Nord ont été électrifiés. On sent aujourd'hui une nette amélioration de leurs conditions de vie à ce niveau. Nous avons demandé le bitumage de la route de Boiflé jusqu'à Gbegbesu, la nouvelle sous-préfecture, en passant par Ngovia. Nous avons demandé également le bitumage de la voie de Wanzanou jusqu'à notre antenne à Lutanzia, puisque c'est cette antenne qui ravitaille pratiquement toute la zone centre-ouest. Plus un château d'eau pour les 7 villages. Pakogi, siège de la tribu Tan, est l'illustration de la progression des villages de cette tribu, dont la population, selon la légende, serait descendue du ciel. Aujourd'hui, les Yaoulés, qu'ils parlent manlé, langue de la tribu Tan, Baoulé, chacun à sa façon y apporte sa contribution, dans un contexte où, quoi qu'on dise, les questions de leadership des cadres, les revendications du droit à la propriété et les récurrentes intrigues pour s'arroger le droit à la libation lors des cérémonies officielles freinent les actions de développement et de progrès au profit des populations. En principe, quand on arrive à Boiflé, s'il y a une libation à faire, c'est le Yaouré qui doit faire la libation. L'essentiel est que nous vivons avec les frères ensemble. Aujourd'hui, nous sommes devenus un. Mettre fin aux querelles intestines et guerres fratricides et engager sa responsabilité. C'est la voie que bien de cadres et élus du peuple yaoulé appellent à opter pour sortir le Yaoulé de sa léthargie et au bout de ses rêves, une deuxième sous-préfecture pour ce qu'ils appellent aujourd'hui le Yaoulé Land. La Côte d'Ivoire, face aux défis du développement, demeure engagée dans la lutte contre la Covid-19. Passons à présent en revue les actes de la gestion de cette crise sanitaire. Le
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 28 septembre 2020 12 nouveaux cas de Covid-19 sur 236 échantillons prélevés, soit 5,1% de cas positifs. 39 nouvelles personnes guéries sont également annoncées. À cette date, la Côte d'Ivoire compte 19 641 cas confirmés, dont 19 202 personnes guéries, 120 décès et encore 319 cas actifs. Ce sont là des résultats encourageants qui sont enregistrés ces dernières semaines, mais la vigilance reste et ce n'est pas la fin de la pandémie. Le gouvernement a présenté ce lundi son rapport sur la gestion de la pandémie de Covid-19, suivant le compte-rendu de Franck Quadio. Faut-il craindre une recrudescence des cas de Covid-19 vu les nouvelles contaminations ailleurs dans le monde? Une des préoccupations relevées au point presse à Covid de ce lundi. Le gouvernement entend renforcer tous les points d'entrée de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, c'est les frontières aériennes qui sont ouvertes. Donc le dispositif est renforcé de sorte que tout ce qui rentre en Côte d'Ivoire puisse faire l'objet d'un tri. Pour ceux qui n'ont pas les tests, puissent le faire à la descente de l'avion. Et un suivi est organisé. En Côte d'Ivoire, la semaine du 21 au 27 septembre relève 309 nouveaux cas sur 7 665 prélèvements et 0 décès. L'évolution de la pandémie reste inchangée ces dernières semaines, à savoir une tendance générale à la baisse des indicateurs tels que le nombre de nouveaux cas diagnostiqués et le taux de positivité, même si celle-ci se fait en dents de scie. Quant à ceux concernant le taux de guérison et de décès, on note une amélioration continue et très significative. Des avancées certes, mais le coronavirus circule toujours en zone communautaire. Interpellé alors une fois de plus, le sens du volet sécuritaire qui fait état de 904 établissements visités et contrôlés cette semaine. Au constat général, il ressort malheureusement un net recul de l'observation des mesures barrières dans les établissements visités. Appelons ce faisant tous nos compatriotes à l'observation civique et citoyenne de toutes les mesures en vigueur. Le point presse à Covid de ce lundi 28 septembre constitue la 130e rencontre du genre. Et persévérant dans cette lutte, respectons les gestes barrières car il faut reprendre le cours normal de la vie après des mois d'arrêt. La période aura fortement impacté tous les secteurs d'activité. Au niveau de la filière cacao, on fait justement le bilan à quelques jours de l'ouverture de la campagne cacaoyère 2020-2021. Le récit du lot de bouleversements que vivent les producteurs à cause de la pandémie est rapporté par Jean-Luc Mangbo. Rituel de lavage des mains pour Astafani Doumbia avant de pénétrer dans son entrepôt de cacao. Présidente de la coopérative ECAM à Méagui, elle est l'une des rares femmes à assumer cette fonction dans le microcosme du cacao ivoirien. Mais comme l'ensemble des acteurs économiques, elle a dû s'adapter au contexte sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus. C'est un kit qui est composé comme ça. C'est un kit qui est composé ici de seaux avec des gels. Sa coopérative a investi près de 19 millions de francs CFA pour l'achat de kits de protection contre le coronavirus, un virus qui a également lourdement affecté le quotidien des producteurs de cacao. Vraiment, on a souffert un peu parce qu'il ne fallait pas réunir plus de 50 personnes. Donc, du coup, les producteurs qui se réunissaient pour aller faire du capotage, pour aller faire du travail de groupe, ça, c'était interdit. Donc, on avait des champs qui étaient pratiquement abandonnés. Si la gestion de la crise sanitaire a occasionné d'importantes sorties d'argent, la coopérative d'Astafani a fort heureusement peu souffert au niveau de la commercialisation. Si le mois de mars déjà, c'est la fin de la la grande campagne. Donc la petite campagne avait commencé un peu. Donc le volume qui devait sortir au niveau de nos champs était un peu réduit. Et puis avec le gouvernement qui a pris la résolution de faire circuler les marchandises, donc on n'a pas eu de problème effectivement. La coopérative a produit 6700 tonnes de cacao lors de la dernière campagne grâce à ses 2300 planteurs à Méagui. Un autre poids lourd de la production cacaoyère dans la région, la coopérative ECAMOM. On peut estimer ce volume-là à combien? Ça me fait 30 tonnes, oui. 545 kilos. 35 tonnes. Tu penses que quand on pourra charger ça? Cette coopérative dispose d'un agrément d'exportateur, un statut dont elle a très peu profité cette année
à cause de la pandémie. Elle a au contraire consenti d'importants investissements pour juguler les effets de cette crise sur les producteurs. Avec l'État de Côte d'Ivoire et les sensibilisations, le relais a été pris par la coopérative. Donc elle a payé tout ce qui est comme les mesures d'abord de la sensibilisation, avec les mesures barrières dans nos différentes sections. On a investi près de 25 millions de francs en payant des kits de lavage des mains, des cache-nez, et tout ce qui est comme gel hydroalcoolique pour partager et passer dans des différentes sections. Et nous avons porté le message du gouvernement pour limiter effectivement les effets néfastes de cette maladie-là sur la vie de nos producteurs. À l'orée de la nouvelle campagne cacao hier, le souhait de cette coopérative est de faire mieux que les 15 000 tonnes produites en 2019 et d'exporter la totalité de cette production. Pour cela, il faut renouer avec les partenaires étrangers confrontés eux aussi à la pandémie. Ces partenaires qui ont fait faux bond à cette haute coopérative de Soubré. Ils ont arrêté brusquement notre quota comme ça, on n'a rien compris. Ils disent que Corona les menace là-bas. Donc c'est l'information seulement qu'on a eue. Donc on n'a pas pu livrer la totalité de notre quota. C'est ça qui nous a beaucoup fatigués. Près de 400 tonnes, qui équivaut à 24 millions de manque à gagner pour la coopérative et les producteurs. C'est surtout ça qui nous a beaucoup fatigués. Mais ici, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Le coronavirus a changé les habitudes. Ça a permis que tout le monde devienne propre. Chacun lave sa main à tout moment. Donc les petites maladies, on n'a pas vu ça en période de Covid-19. Des efforts consentis par l'ensemble des acteurs du cacao ivoirien et notamment par le Conseil Café Cacao. L'organe de régulation a fait depuis le début de la pandémie une contribution financière de près de 100 millions de francs CFA au profit des producteurs, mais également du ministère de la Santé en vue de réduire les impacts de cette maladie sur la filière cacaoyère. Voilà, c'était le point de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les producteurs de cacao. Au centre de la Côte d'Ivoire, la ministre Kandia Camara met à la disposition de l'école primaire publique Diabo 2 2 logements de maîtres. Les bâtiments ont été réhabilités. La ministre de l'Éducation nationale a aussi renforcé le matériel didactique du département de Botro, le rapport de Soro Corona. Ravagés par une tornade en août 2014, ces logements maîtres peuvent désormais accueillir les occupants en toute sécurité. Réhabilités à hauteur de 8 millions de francs CFA par le ministre Amadou Kone à travers l'association Diabo Ville Émergente, ces logements sont inaugurés par la ministre Kandia Camara. C'était important pour nous de pouvoir mettre à disposition de ces fonctionnaires, donc de ces enseignants, ces logements-là. C'est un appel à la mobilisation, à la contribution de tous les cadres pour que Diabo devienne une cité émergente. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a rappelé les efforts consentis en 9 ans par le président de la République Alassane Ouattara pour repositionner l'école ivoirienne. Ce sont plus de 40 000 salles de classe qui ont été construites. Ce sont plus de 750 000 tables bancs qui ont été distribuées. De 2011 à aujourd'hui, ce sont plus de 81 000 enseignants qui ont été recrutés. Et là, nous nous apprêtons à recruter 6 000. Au nom de toute la communauté éducative, nous voulons rendre hommage au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Pour une rentrée scolaire réussie, Kandia Camara a fait don d'équipements didactiques et de bureaux d'une valeur de 26 millions de francs CFA à la famille éducative du département de Botro. La ministre a appelé la jeunesse à tourner le dos à l'incivisme et à la violence. Elle a invité par ailleurs les jeunes à suivre l'exemple de la présidente de l'association Diabo Ville Émergente. Réhabiliter des logements et les mettre à la disposition de mes collègues enseignants. Mais je suis surtout venu ici saluer cet exemple de la jeunesse, une jeunesse responsable, pour dire qu'on peut être jeune et faire de bonnes choses. Et c'est ce que Rebecca fait aujourd'hui. Cette cérémonie d'inauguration du logement maître a été l'occasion pour la ministre Kandia Camara de féliciter les cadres qui accompagnent l'école dans la région de Beké. Dans la région de Boclé, les notions de paix et de cohésion sont promues. Une tournée de sensibilisation a touché au moins 10 villages de cette région. Voyons cette initiative avec Sam Kona. Le président du conseil régional du Boclé en tournée dans les zones rurales.
Philippe Légré parcourt depuis quelque temps hameaux, campements et villages à la rencontre des populations. Le week-end dernier, le coordonnateur régional du RHDP a sillonné 10 localités pour passer le message de paix et de cohésion prôné par le chef de l'État. Un message de confiance, et un message de sécurité et un message d'espoir du président Ouattara. Et je suis venu leur dire que le président Ouattara est encore une chance pour la Côte d'Ivoire et que nous ne devons pas abandonner cette chance-là. Je suis venu les mettre devant leur responsabilité. La responsabilité qui est de laisser le pays mourir, ou bien de laisser notre région pourrir, ou bien de voir notre région avancer dans le développement. Au cours de cette tournée de sensibilisation des populations du département du Fresco sur la cohésion sociale et la paix, Philippe Légré a remis aux populations des villages de Daïri et de Zélibéry, au nom du chef de l'État, un centre de santé et du matériel médical, ainsi que des chaises, des plaques solaires et des postes téléviseurs à tous les chefs de campement et villages visités. Dans la région du Poro, la coordination régionale du RHDP prépare la prochaine étape du processus électoral, qui est l'étape de la campagne pour l'élection présidentielle. Et pour cela, les moyens de cette coordination sont renforcés. Nous en parlons avec Ami Sissoko. Fait élire le candidat du RHDP dès le premier tour de l'élection présidentielle. C'est le cheval de bataille de la coordination régionale du Poro. Réunie en session extraordinaire avec tous les responsables des structures de base, elle prépare activement la campagne à Korogo. À sa tête, le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly. La structuration des équipes de campagne, la formation des militants et sympathisants du RHDP au vote, les moyens de communication et de déplacement sont à l'ordre du jour. Et nous sommes venus aujourd'hui pour mettre en ordre de bataille toutes les structures en attribuant les fonctions qui ont été répertoriées au niveau de l'organigramme de campagne. Nous aurons une réunion ici, à Korogo, pour lancer le démarrage du plan d'action que nous allons dérouler sur les 2 semaines. Pour le coordonnateur principal du RHDP du Poro, le ministre Issa Coulibaly, également directeur régional de campagne, la stratégie de la direction régionale de campagne dans le Poro repose sur des actions de proximité pour la victoire de leur candidat Alassane Ouattara. Le plan d'action que nous avons arrêté comporte essentiellement une campagne de proximité, la formation et aller à la pêche des électeurs de toute obédience. Il s'agit d'offrir plus de 99% de plus de 300 000 électeurs que compte la population électorale du Poro. Pour mener à bien sa mission, la coordination régionale du Poro reçoit du parti 10 véhicules de type 4x4, 75 motos et 29 millions de francs CFA en vue de mobiliser les 303 967 électeurs du Poro en faveur du RHDP. Et la stratégie est la même pour les coordinations RHDP de la région de Gbeke. Les 3 coordinations de cette région ont reçu 15 véhicules de type 4x4 et 200 motos pour sillonner les villages et hameaux pour vendre les idéaux de RHDP, suivant ce reportage de Soro Corona. 15 véhicules de type 4x4 et environ 200 motos pour les coordinations du rassemblement des Oufouetis pour la démocratie et la paix, RHDP de la région de Gbeke. Des engins roulants pour la pré-campagne et la campagne de l'élection présidentielle d'octobre 2020. À Sakassou, c'est le ministre Sidi Touré qui a, au nom de la direction du parti, remis l'équipement aux responsables locaux du RHDP. Pour le coordinateur de Gbeke 3, ces engins doivent être utilisés pour investir tous les villages de Sakassou et Béoumi. Nous les avons mis en mission pour qu'ils parlent paix. Nous les avons mis en mission pour qu'ils défendent les idéaux du président Alassane Ouattara. Le RHDP au niveau national fonde un grand espoir à ce que Sakassou et Béoumi restent et demeurent le bastion du RHDP. Le ministre Amadou Kone, coordinateur de Gbeke 1, a quant à lui invité la direction locale des campagnes à préparer la victoire du président Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Passer des consignes, faire la revue
donc de tout le personnel, continuer à expliquer, à mobiliser les uns et les autres. Et donc c'est ce travail que nous avons fait. Je crois qu'ils étaient très contents. Les bénéficiaires de ces moyens de locomotion se sont engagés à travailler pour une victoire écrasante et éclatante du RHDP dans la région de Gbeke. Alassane Ouattara ne mérite pas que nous ne fassions pas un coup KO. Nous-mêmes qui sommes là, convaincus de cela, nous ne méritons pas cela. Et je voudrais encore une fois vous dire merci pour votre sagesse. La région de Gbeke est subdivisée en 3 coordinations. Gbeke 1 qui prend en compte le département de Bouaké dirigé par le ministre Amadou Kone. Gbeke 3 qui regroupe les départements de Béoumi et Sakassou est à la charge du ministre Sidi Touré. Le ministre Jean-Claude Kouassi dirige Gbeke 2 avec comme zone d'intervention Botrou. Et l'information politique met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour un autre journal. Portez-vous bien.